pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité, en ce début de semaine, des actes criminels de profanation de mosquées et Agoué. Cela s'est répété dans la nuit de samedi à dimanche. Les auteurs ne sont pas encore connus. Ce lundi, le constat a été fait sur les lieux. Dégâts matériels importants, signale-t-on. Pendant ce temps, ils sont arrivés sains et saufs à Médine, les fidèles musulmans togolais, en route pour l'accomplissement du Hajj, 5e pilier de l'islam. Arrivée donc de la première vague, bientôt rejointe par la deuxième, qui a quitté Lomé ce lundi. Et puis sport, tournoi ouest-africain d'Assour à Lomé, démarré hier. Match d'ouverture entre le Togo et le Mali ce lundi. Et ce sont les Maliens qui s'imposent d'entrée de jeu, 3-0. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Ça s'est donc passé dans la nuit de samedi à dimanche. Des mosquées profanées dans la zone d'Agouenivé, actes criminels d'individus non encore identifiés. Ce lundi matin, les ministres de la Sécurité, de la Protection civile, puis de la Justice sont allés faire le constat, l'état des lieux dans ce reportage de Christine Pétieki-Aloudé avec Pierre Soussoupo. De ces objets de piété, voici ce qu'il en reste. 2 Corans, à moitié ou presque brûlés. Dans ce quartier d'Agoué, 3 mosquées ont été incendiées dans la nuit de samedi à dimanche dernier par des individus non encore identifiés. Devant les parvis de ce lieu sacré, les traces de leur sacrilège sont encore perceptibles. Enfants, jeunes et adultes fidèles de cette maison d'Allah tentent de remettre de l'ordre dans les choses. L'imam des lieux et son président, visiblement choqués, relatent les faits. Ça, c'est le restant, ça. C'est le Coran qui n'ont pas bien brûlé. Le reste, on a enterré tout. Ça ne veut plus aboutir rien. Donc, il faudra qu'on ne peut pas le laisser. Qui va lire comme ça? Donc, on a laissé ça pour pouvoir faire le témoignage. C'était hier aux environs de 4h20, 30. Notre muezzin venait pour appeler les fidèles pour la prière de 5h. Et de loin, il a remarqué la fumée et il s'est précipité. Il est venu croyant que c'est derrière la mosquée, il y avait la fumée. Donc, à sa grande surprise, il a remarqué que la fumée était à l'intérieur de la mosquée. Donc, il a enlevé sa clé pour ouvrir le cadenas. Il a remarqué que le cadenas était défoncé et il a ouvert la porte. Il y avait un tas de fumée dans la mosquée. Donc, on avait un seau d'eau qui nous servait de l'ablution pour les passants. Donc, il s'est servi de cette eau pour essayer d'éteindre un peu l'ampleur du feu. Donc c'est après on a appelé les sapeurs-pompiers et ils sont venus éteindre le feu. Ils ont dégagé tout ce qui était comme objet incendié. 2 autres mosquées, dont une de fortune, ont été également visées par des criminels. Ici aussi, ils ont laissé les traces de leur passage. Les nattes, les tapis qui étaient dans la mosquée, ils ont rassemblé ça au beau milieu de la mosquée. Et puis prendre le Coran, déposer et brûler le feu. On a des Corans aussi dedans, aussi les petits trades pour les enfants là. Tout, avec l'udo même,
On a mis le dos aussi pour diviser. Les filles restent de l'autre côté, on dit la prière. Tout. La personne a arraché. C'est comme le moment que la personne est en train d'arracher le courant là, l'a fait mal quoi. Et le sang aussi avait coulé là-bas aussi. Il y a 2 semaines, des actes de profanation des mosquées ont démarré à partir de cette mosquée d'Agué en Oku. Le muezzin se rappelle encore de la scène et des dégâts. J'ai constaté que cette porte-là a été forcée quoi. Donc quand je suis rentré dans la mosquée, j'ai allumé la lumière. J'ai constaté que tous les courants qui étaient dans la mosquée étaient déchirés et déposés sur le tapis d'imam. Après avoir constaté les dégâts, c'est-à-dire faits sur les courants, et d'autres ont commencé à enlever, c'est-à-dire les courants dont ils ont laissé dehors. Et on est rentré dans la mosquée. Donc ce qui se trouvait sur le tapis, donc on a décidé de prendre ça avec le tapis, et puis on a déposé la place d'imam, là où c'est-à-dire l'imam monte pour faire Koutuba. Le ministre de la Sécurité et son collègue de la Justice ont pu constater de visu les actes jugés crapuleux. Le garde des Sceaux et moi-même venons de parcourir 4 mosquées qui ont été profanées. Nous sommes à la 3e. C'est pour dire que je ne sais pas si c'est des êtres humains qui le font ou c'est des animaux qui le font. Et si c'est des êtres humains, qu'ils se ressaisissent. La dernière fois, le gouvernement, par un communiqué, a condamné fermement la profanation de cette mosquée. C'était la première qui a été profanée. Dans la nuit de samedi à hier, 2 autres mosquées. Et il y a une mosquée de Fortune aussi qui a été profanée. À chaque fois, c'est les dates, le Coran qu'on brûle, qu'on déchire. Mais nous, les investigations sont lancées. Je sais que tôt ou tard, on mettra la main sur les auteurs de ces actes ignobles. Qui ne reflètent pas le Togolais. Qui ne reflètent pas le Togolais. Ça, ce n'est pas de notre coutume. Ce n'est pas de notre culture. Les Togolais ont le respect pour le culte, ont le respect pour le spirituel. Qu'est-ce qu'on peut avancer comme raison et se mettre à profaner des mosquées, brûler le Coran? Depuis la première profanation, on a renforcé la patrouille dans le secteur. Mais on va encore renforcer davantage. Et les instructions sont fermes. Si on tombe sur ces gens, adviendra que pourra. Parce qu'on ne peut pas admettre cela. On ne peut pas admettre. Ils ont tenté de brûler Dieu, mais jamais Dieu ne sera consumé. Se consolent les fidèles de ces maisons profanées. Et au ministre de la Justice de rassurer. Si Dieu lève le masque sur les fauteurs de troubles, alors nous serons prêts à agir sans relâche et avec fermeté contre ces profanateurs. Vous voyez, il n'y a pas de terme pour qualifier ces actes. C'est des actes crapuleux, c'est des actes ignobles, c'est des actes criminels. Une enquête est déjà ouverte et je suis sûr que par la grâce de Dieu, on arrivera à découvrir les auteurs de ces actes de vandalisme. Les auteurs de ces actes ont pour objectif de mettre en mal l'harmonie, la paix intercommunautaire. Leur but, c'est certainement pour provoquer des conflits interreligieux. Mais ils n'y arriveront pas, parce que la main de Dieu est sur notre pays. N'est-ce pas que le criminel revient toujours sur les lieux de crime? Sans doute, par un faux pas, on arrivera à les démasquer et les décourager de leur velléité, à en croire les membres du gouvernement. L'inclusion financière évoquée ce soir encore, 60%, et bien c'est le chiffre avancé aujourd'hui pour évaluer le taux d'inclusion dans notre pays. Et c'est le résultat de plusieurs programmes et projets lancés ici et là par le gouvernement. Le Conseil des ministres en parlait encore vendredi avec Cap sur 2022. Concrètement, qu'est-ce qui a été déjà fait? Des défis restent encore à relever, bien sûr. Augustin Kossi. Depuis 2014, avec la création du Fonds national de la finance inclusive FNFI, le Togo a fait des efforts en mettant à la disposition de la population des produits d'inclusion financière. L'APSEF, l'AGRICEF et l'AGICEF sont régulièrement cités en exemple. Ces différents produits ont révolutionné et accéléré l'inclusion financière de ceux et celles qui autrefois étaient exclus du système financier classique. L'étude de la demande réalisée fait ressortir un taux d'inclusion financière de 60% de la population adulte
de 15 ans et plus. L'accès au marché financier, notamment l'épargne et le crédit, s'est nettement amélioré, respectivement de 43% et de 27%. L'étude de la demande et celle de l'offre et de la réglementation ont permis de poser un diagnostic de l'inclusion financière dont le rapport recommande, dans un premier temps, d'améliorer la disponibilité et la fourniture du crédit, dans un second temps, d'améliorer la gestion des risques pour les consommateurs, dans un troisième temps, de faciliter l'épargne, quatrièmement, d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité au financement agricole, en cinquième position, de développer l'infrastructure pour soutenir la fourniture des services financiers et pour finir, d'élargir l'utilisation des paiements. L'amélioration de l'accès aux services financiers est de nature à contribuer à stimuler la croissance économique en mobilisant les épargnes pour l'investissement, en réduisant les coûts de transaction et en augmentant l'efficacité. Au niveau des ménages, l'accès aux services financiers peut améliorer le bien-être grâce à des coûts de transaction réduits, à une gestion plus efficace des risques et à une meilleure répartition du capital à des fins productives. Les services financiers peuvent également faciliter l'accès aux services essentiels comme la santé ou l'éducation. Le défi est donc d'étendre l'accès et l'utilisation à une gamme diversifiée de produits et services financiers formels et informels. Le taux d'inclusion financière devra passer de 60% à 80% d'ici à 2022, surtout avec l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière. Cet objectif est basé sur 5 axes principaux. Mieux faciliter l'épargne dans les institutions formelles et améliorer la disponibilité et la fourniture du crédit. Améliorer la qualité et élargir les utilisations des paiements, en particulier le mobile money. Améliorer la disponibilité et l'accessibilité de la finance agricole. Améliorer la gestion des risques pour les clients. Renforcer les politiques des services financiers, les institutions et les infrastructures d'inclusion financière et assurer l'accès au secteur défavorisé, notamment le secteur rural, les femmes, la jeunesse et les faibles niveaux de scolarisation. Le Togo s'est également doté d'un mécanisme incitatif de financement agricole MIFA et bien d'autres dispositifs d'appoint pour l'essor du secteur agricole et de l'entrepreneuriat. L'ambition est de faciliter l'épargne dans les institutions formelles, améliorer la disponibilité et fourniture du crédit afin de répondre aux besoins financiers des populations, surtout les plus vulnérables. Ça reste également un défi malgré les efforts. L'eau potable pour tous, le peu partagé aujourd'hui, fait l'objet de sensibilisation. Sa protection, sa conservation, sa gestion sont au cœur de la préoccupation de la tournée du ministère en charge de l'eau. Et voici ce qui a été dit aux populations à Dapan, Désiré Aloy. Le secteur de l'eau, une priorité au Togo, un secteur clé qui constitue l'un des leviers de développement économique et social. Il est confronté aujourd'hui à certains défis, l'épuisement dû à la demande et la dégradation liée aux différentes formes de pollution. Une situation qui interpelle à orienter désormais les stratégies dans sa gestion. Pour définir des priorités communes, un dialogue s'impose entre les différents acteurs du secteur. Ces acteurs dans les savanes échangent sur les différents tests réglementaires. L'eau, cette ressource si importante, elle n'est pas inépuisable. Il faut que tous les acteurs comprennent que cette denrée si essentielle à la vie, si essentielle à l'économie nationale du pays, est épuisable et que le Togo n'est pas épargné. On estime que d'ici 2025, si on ne fait pas attention, le Togo fera partie des pays à stress hydrique. C'est-à-dire que chaque Togolais aurait moins de 1000 mètres cubes d'eau par an. Donc il était temps pour nous d'attirer la sonnette d'alarme, d'échanger avec eux pour leur faire comprendre d'abord que notre ressource en eau doit être protégée. Ça, c'était le premier module. Le second module, c'est d'échanger avec eux pour leur dire voilà ce que l'État est en train de prévoir pour vous par rapport aux différents projets dans la région. Et le troisième module, c'est d'échanger avec eux sur les contextes, les textes d'application de notre document de politique, du Code de l'eau et du plan d'action national de la gestion des ressources en eau. Seulement 55% de la population togolaise a accès à l'eau potable et à cela vient s'ajouter le problème de qualité de cette denrée. Les participants apprécient la rencontre. Il faut savoir d'où nous venons en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement au Togo. Les présentations qui ont été faites ont été de haut niveau.
et les présentateurs sont bien aguerris et savent le problème de l'eau et la problématique d'ailleurs dans le pays et dans la région de Savane. Je vais dire que nous qui sommes ONG, nous sommes très satisfaits parce que nous sentons que l'autorité au niveau du ministère est sensible aux problèmes, surtout dans les dimensions de l'accompagnement des ONG et de tous les acteurs. Le ministère va nous protéger à partir par la mise en place du code de l'eau qui va réglementer certaines activités. L'accès à l'eau potable reste une préoccupation au quotidien. La recherche des approches de solutions pour promouvoir le secteur de l'eau dépend de la contribution des acteurs par la formulation de recommandations, par exemple. La suite est ce rappel. Depuis 2014, le Togo a intégré le comité du projet Coton 4. C'est un projet à travers lequel le Brésil accompagne 5 pays d'Afrique subsaharienne, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Bénin et le Togo, bien sûr. Ceci dans la recherche de l'appui technique pour améliorer la production du coton. Les experts de ce comité sont en réunion pour évaluer les actions menées pour le compte de la campagne 2017-2018. À l'occasion, les perspectives pour une attente des objectifs visés par le projet devraient être envisagés. Dédé Koussao, Félix Simdacha. Produire un coton de qualité est une nécessité pour assurer la commercialisation de ce produit de rente sur le marché mondial devenu très concurrentiel. Le Togo, à l'instar d'autres pays africains, se devait de trouver les techniques et méthodes nécessaires pour produire la bonne fibre et surtout en quantité suffisante. Un engagement qui a nécessité la création du comité Coton 4 plus le Togo. Comité qui va œuvrer à l'amélioration des rendements en coton graines et à la compétitivité de la filière avec l'appui technique et financier du Brésil. Depuis le début, le projet a installé une ferme expérimentale au Mali, à Sotuba, où on fait des expériences avec les semences brésiliennes et les semences locales, africaines. Et c'est un grand succès. Le Brésil a une vaste expérience dans le domaine du coton, soit par développement de recherche fait par l'entreprise brésilienne de recherche agronomique, l'Embrapa. C'est pour ça que l'ABC a invité cette entreprise à être partenaire de ce projet, responsable pour toute la connaissance technique dans le domaine du coton. L'adhésion du Togo à ce projet témoigne de la volonté du gouvernement à faire de la filière coton un secteur porteur qui contribue substantiellement à la croissance économique. L'un des axes retenus est le soutien à la production et à la productivité qui passe par le renforcement des capacités de la recherche cotonnière, des agents d'encadrement et des producteurs. Le projet Coton 4 plus Togo, dont l'objectif global est de contribuer de façon durable à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de la culture cotonnière, est ainsi en parfaite adéquation avec le plan stratégique de la filière cotonnière du Togo tiré du programme national de développement. C'est depuis 2002 qu'a vu le jour le projet Coton 4 qui regroupait le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Bénin qui ont été rejoints en 2014 par le Togo. Grâce à ce projet, le Togo pourra atteindre une production de 200 000 tonnes de coton graines de bonne qualité par an afin d'impacter significativement le produit intérieur. Et en intégrant, vous le savez, en 2014, ce projet Coton 4, le Togo, qui ambitionne d'accroître ses rendements de coton, a voulu bénéficier de l'expertise d'autres pays, notamment le Brésil, qui s'y connaît le mieux. Et c'est pour mettre sur le marché mondial un coton compétitif. Et qu'est-ce que l'adhésion au projet Coton 4 a apporté à la recherche togolaise pour améliorer donc sa production et quel est l'impact de ce projet sur le terrain depuis sa mise en œuvre? Nous reviendrons sur la question tout à l'heure, si tout va bien dans le courant de cette édition. Il est 20h18, l'actualité à l'étranger. Au Mali d'abord, avec la présidentielle. Au lendemain du premier tour, 18 candidats éliminés exigent la démission du ministre chargé du scrutin. Le collectif dénonce un hold-up électoral par le camp du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête du premier tour. 18 des 24 candidats ont tenu une conférence de presse hier à Bamako. À leur tête, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui a recueilli, vous le savez, 17,8%
des voix contre 41,42 pour Ibeka. Moïse Katumbi se tourne vers la justice après avoir été empêché de rentrer en RDC. L'opposant en exil va saisir, je cite, toutes les instances. Il devrait rentrer vendredi pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. CCK a déclaré son porte-parole. Retour chez nous au Togo, justice encore à Takwame ce lundi pour parler d'une justice juste. Le Conseil supérieur de la magistrature s'y emploie avec à la main 2 documents à faire connaître de tous, l'éthique et la déontologie pour les magistrats, les droits et devoirs pour les justiciables. Le contenu des 2 documents ont été donc dévoilés avec explication l'appui à Takwame. Sylvain Raboudou. Les justiciables à la découverte des 2 documents élaborés par le Conseil supérieur de la magistrature, documents relatifs aux droits et obligations du justiciable et la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat. Au cours de ce rendez-vous, le Conseil supérieur de la magistrature a voulu donc, à travers cette campagne de vulgarisation, faire comprendre aux populations leurs droits et devoirs et surtout leur expliquer le contenu des 10 documents conçus pour favoriser une administration juste et dirigeante, empreinte de paix et de cohésion sociale. Le tout n'est pas d'élaborer des documents. Il faut porter leur contenu à la connaissance des intéressés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de cette grande campagne de vulgarisation pour que chaque droit, mais aussi chaque devoir soit bien expliqué aux justiciables pour les amener à savoir à quoi s'en tenir par rapport à leur relation avec les juges. Et ceci pour une justice de qualité, une justice qui puisse être facteur de paix et de développement. Atapamé est la 5e étape de cette tournée de vulgarisation. Une tournée pour également appeler tous les acteurs de la justice à jouer chacun son rôle pour développer des valeurs d'éthique et de déontologie dans l'exercice quotidien de leur profession pour un traitement égalitaire à tous les justiciables. Nous voulons expliquer aux populations que lorsque vous avez une affaire en justice, la justice en principe est gratuite, sauf les frais de procédure, les frais d'avocat. Le justiciable n'a rien à donner au magistrat en charge de son dossier. S'il s'aventure à le faire, il est en train d'être un corrupteur, il est corrupteur, il est en train de corrompre le juge. Alors nous voulons, à partir de cette campagne, attirer l'attention des uns des autres sur la nécessité de mettre fin à cette pratique. Cette rencontre entre magistrats et justiciables va également permettre aux populations de cerner non seulement leurs droits et devoirs, mais aussi d'aller vers une justice de qualité, symbole de ces affiches et plaques remises aux acteurs impliqués pour un véritable relais de l'information. La fête à présent, la fête au village avec l'apothéose hier dimanche de l'édition 2018 de la fête Gbagba, la fête traditionnelle. C'était donc hier dimanche, il y a plus de 2 siècles que le peuple élevé d'Agou est resté attaché à cette célébration pour marquer le début de la consommation des premières ignames. Toutes les activités inscrites à l'ordre du jour de la 295e édition de cette fête ont été exécutées dans un esprit de convivialité. Le récit de Ekwissala. Tout commence dans cette forêt située au pied du pic d'Agou. Aussitôt, quelques rituels exécutés, le tam-tam Gbagba retentit. Le ton est donné pour la 295e édition de la fête traditionnelle Gbagba. L'accès à cette forêt sacrée est subordonné à certaines pratiques collectives. Des pratiques qui marquent pour le peuple élevé d'Agou le début de la consommation des premières ignames. Gbagba est une fête annuelle que nous les natifs d'Agou-Tavier célébrons avant la récolte de nouvelles ignames. C'est une fête d'abondance, c'est une période de repos où tous les natifs du milieu, résidents comme ressortissants, rentrent au bercail et nous tenons une grande réunion, nous communions ensemble et dans cette période de repos, nous réfléchissons pour voir les voies et moyens que nous allons utiliser pour faire développer notre localité. Si nous les natifs
Ewe d'Agoutavier, n'observons pas cette cérémonie Gbagba, nous ne pouvons pas consommer la nouvelle tubercule d'igname. L'une des étapes fondamentales de cette célébration, c'est la sortie de l'homme tigre. L'événement incarne les forces spirituelles des grands chasseurs de la localité. Tout le peuple éveillé se retrouve en l'homme tigre par rapport à tout ce qu'il est en train d'exprimer comme valeur, comme culture, comme identité du peuple éveillé. Nous devons tout faire pour pérenniser justement ces valeurs traditionnelles qui sont nos fiertés. Gbagba, fête des retrouvailles et d'abondance, est aussi célébrée chaque année pour renforcer davantage les liens de fraternité entre le peuple éveillé d'Agou. Nous voulons qu'à travers cette fête, que les gens se retrouvent, qui est la culture de la paix, la culture de réconciliation, de pardon mutuel, pour qu'on puisse évoluer. Si nous sommes divisés par la politique, nous n'aboutirons à rien. La 295e édition veut amener les gens à se frotter, à éviter les divisions, la pagaille, pour qu'on aille vers la paix, vers l'union pour le développement. La jeune génération s'intéresse davantage à cette fête traditionnelle, devenue aujourd'hui un véritable événement culturel. Le ministre Guimadié Lorenzo salue le dynamisme de cette fête après plus de 2 siècles. Il y a une communion, il y a une joie de vivre, une joie d'être ensemble. Et c'est la leçon principale qu'il faut retenir. Si c'est que la jeunesse n'était pas là, il n'y avait que les vieux à tête blanche, et cela aurait été inquiétant. Mais là, ce n'est pas ça du tout. Donc ça veut dire que petit à petit, la jeunesse togolaise est en train de s'approprier les valeurs cardinales de nos traditions. Cela doit amener la paix et la cohésion, la stabilité au niveau de notre préfecture, de nos populations, afin que chaque personne habite dans cette préfecture et ceux qui viennent d'ailleurs également puissent trouver une identité culturelle. Plusieurs manifestations marquent cette célébration, notamment la visite de la grotte du Bois, un espace historique où les éveillés avaient vaincu les guerriers Ashanti du Ghana. Le lieu est devenu depuis quelques années un véritable site touristique, surtout en période de la fête Gbagba. Et c'était la fête aussi samedi dans le Zio, à Thévié, la fête avant l'heure, la fête avant à Izan dans le Zio. Et pour cause, le chef supérieur de la ville de Thévié, Togwe Komlan Asito Akbessi Passafoli 8, a été confirmé dans ses fonctions de gardien de us et coutumes. C'était samedi, je vous le disais, à Thévié. Son décret de reconnaissance lui a été remis en main propre par le préfet du Zio. C'est au cours d'une cérémonie solennelle. Le film avec Lucassi. Le collège des chefs traditionnels de la préfecture du Zio enregistre une nouvelle entrée. Togui Komlan Asito Akbessi Passafoli 8 est officiellement le garant des us et coutumes du canton de Thévié à travers la réception de ce décret de reconnaissance qui lui est remis ici en main propre par le préfet de la localité. Élu en janvier 2017 par le conseil coutumier du canton de Thévié, l'impétrant se dit apte à remplir sa mission avec abnégation et dans le respect des tests et exigences liées à sa fonction. Il est désormais le représentant et le courroie de transmission entre l'autorité publique et sa population. Gardien des us et coutumes, à honorer les principes moraux que sont la loyauté, la droiture, l'humilité et l'impartialité dans nos prises de décision. C'est ici l'occasion d'exprimer avec force notre foi en l'avenir de notre nation
que nous voulons prospère. En se succédant, cadres du milieu et autorités locales ont exhorté le nouveau chef canton à l'impartialité, à être juste dans ses prises de décision et surtout à être à l'écoute de sa population. Il lui a été aussi rappelé l'importance que le chef de l'État accorde à la chefferie traditionnelle pour la promotion du développement local. Les fidèles musulmans du monde entier se dirigent depuis quelques jours vers l'Arabie Saoudite où ils vont accomplir, vous le savez, le Hajj, le 5e pilier de l'islam. Parmi eux, des Togolais dont la première vague est arrivée samedi à Médine, 2e ville du prophète de l'islam. Ceci pour une courte escale. Sur place, ils vont être rejoints par la 2e vague qui a quitté Lomé ce lundi. L'arrivée des pèlerins togolais à Médine avec Ramdan Bassina. Les tout premiers pèlerins togolais sont arrivés samedi à Médine, la 2e ville du prophète Mahomet. C'est cette ville qui l'a accueilli lorsque ses proches l'ont combattu et forcé à s'expatrier. Ici, les Togolais ont établi leur quartier dans ces hôtels réservés à cet effet par la Commission nationale du Hajj. Au total, cette année, 2125 pèlerins togolais sont attendus pour le Hajj 2018. Et pour le moment, tout se passe bien à la grande satisfaction des responsables de la Commission nationale du Hajj et des agences de voyage. Les pèlerins togolais ont commencé par fouler le sol de la terre d'Arabie Saoudite. Nous sommes en train de procéder à l'installation de nos pèlerins. Pour le moment, tout se passe bien. C'est le lieu de féliciter vraiment les autorités togolaises qui n'ont ménagé aucun effort pour que tous les pèlerins voyage dans la sérénité. Il est de tradition que tout pèlerin musulman qui vient en Terre Sainte doit nécessairement passer par Médine. Disons des visites plus ou moins touristiques, mais teintées de piété, teintées d'adoration que nous faisons au niveau de la ville de Médine avant de continuer à la Mecque. À Médine, les pèlerins vont visiter les lieux saints de l'islam, tels que la tombe du prophète, les premières mosquées, marcher dans les pas de leur guide. 6 vols sont prévus pour la délégation togolaise et le dernier, c'est ce lundi 6 août. Dans le reste de l'actualité, retour sur le lancement de la 4G Togo cellulaire, une cérémonie qui coïncide avec les 20 ans de la compagnie et qui devrait consacrer plus de qualité dans l'utilisation de l'Internet haut débit. Gérald Aboudjou. C'est un double événement célébré par le leader de la téléphonie mobile Togo cellulaire. Les 20 ans de la société et le lancement officiel du très haut débit, la 4G. À travers le très haut débit de 4e génération, le réseau Togo cellulaire concrétise son processus pour la modernisation des infrastructures numériques en général et de l'Internet en particulier en termes de connectivité et de célérité. Une fierté également pour l'entreprise d'accompagner au quotidien plus de 3 600 000 Togolais dans leurs besoins de communication fixe ou mobile. Une position de leader qui se traduit dans le secteur des télécommunications au Togo par la disposition de 600 sites, dont 125 sont uniquement pour la première génération, 476 pour les 2e et 3e générations, et depuis 2 semaines, les villes de Lomé et de Kara sont couvertes par la 4G au-delà des 2e et 3e générations avec 243 sites. L'avantage, c'est qu'il y a la célérité et la qualité. Quand vous allez prendre votre iPad ou votre téléphone qui a une puce 4G, effectivement, il faut qu'il y ait compatibilité de l'appareil lui-même. Aujourd'hui, beaucoup ont des appareils, mais qui ne sont pas compatibles 4G. De même, les SIM, il faut changer de SIM. C'est les SIM 4G qui marchent dans les appareils 4G. Alors, donc, vous allez voir, ceux qui ont aimeraient suivre ou bien voir les films, vous allez voir la qualité par rapport à la 3G. Ça s'est extrêmement amélioré. Et nous répétons encore, c'est très haut débit. Le streaming, vidéo streaming, donc beaucoup de choses qu'on peut faire. La télésurveillance, par exemple, aujourd'hui. L'une des ambitions du gouvernement est de faire du Togo un hub de services en termes de connectivité à travers la fluidité, l'accessibilité et l'innovation dans les offres. Et depuis le 11 juin dernier, le gouvernement a signé avec les différents opérateurs le renouvellement des licences 2G et 3G, puis l'attribution de la licence 4G. Une étape essentielle vient donc d'être franchie. Le déploiement de la 4G sur le réseau TogoCell ouvre des perspectives inédites en termes d'opportunités. Toutefois,
l'on ne saurait occulter la nécessité et l'obligation de réaliser et d'atteindre une couverture 4G optimale de la population tout en lui fournissant un service d'une qualité irréprochable. Ce bénéfice s'inscrit plus largement dans la réalisation de l'objectif fixé dans la déclaration de la politique sectorielle, à savoir couvrir au moins 40% de la population en 4G à l'horizon 2022. Et déjà, le Togo offre ainsi les mêmes services que les pays développés du continent européen ou des États-Unis d'Amérique. L'ambition affichée est de faciliter la croissance économique et l'emploi des jeunes et d'améliorer les conditions de vie des populations. Et sport, tournoi ouest-africain d'Assour à Lomé, match d'ouverture Togo samedi, Togo-Mali samedi. Et c'est le Mali qui l'emporte d'entrée de jeu. 3-0 face au Togo. Un résumé de la partie avec Tchan Piotba. La poussière, le Togo en a pris plein la figure à l'entame de ce tournoi ouest-africain des personnes sourdes, ceux devant le Mali. Le malheur des Togolais en jaune a commencé en deuxième période avec l'ouverture du score des Maliens à la 59e minute. Ouverture suivie d'un deuxième but à la 67e et du troisième à la 82e minute. Le capitaine du Mali, au dossard numéro 3, a réussi un doublé. Le Togo mord ainsi la poussière 0-3. Mais garde tout de même confiance en lui-même. C'est vrai, ça n'a pas marché, mais nous espérons quand même relever le défi avec les autres matchs qui arrivent. Vraiment, nous nous excusons et nous voulons le soutien de tous les Togolais. Nous avons commencé par avoir le soutien du ministère, ce que nous n'avions pas avant. Parce que même le terrain, nous jouions sur un terrain réduit. Nous n'avons pas fait les entraînements sur un terrain réglementaire. Donc cela a joué beaucoup. Bien que nous sommes chez nous, c'est aujourd'hui que nous avons joué sur ce stade. Donc ça, franchement, joué avec ce qui vient de se passer, je pense qu'ils se sont adaptés, on va le dire ainsi, et à la suite, on espère remonter. Malgré la victoire, le Mali reste prudent quant à la suite de la compétition. En première mi-temps ici, l'équipe togolaise jouait bien ici, mais en seconde mi-temps, il semble qu'ils étaient fatigués, donc ils faisaient trop de fautes sur les joueurs ici. Sinon, en gros, c'est une bonne équipe. Le reste là, c'est une question de chance, hein, parce qu'il n'a pas vu encore les autres équipes jouer ici. C'est vrai, il a gagné ce matin, mais ce n'est pas évident qu'il gagne les autres matchs ici. Au programme aussi de cette compétition, l'athlétisme prévu le 12 août au lycée technique d'Adido Gomé. Et voilà donc ce communiqué avant de refermer cette édition dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique lance un appel à candidature pour la présélection des candidats en vue d'une formation des formateurs en journalisme, les conditions à remplir et puis les dossiers de candidature sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Agouenivé et à Gouezongo et comme d'habitude et toujours fidèlement. Belle soirée.